Voilà YouTube, je reviens vers vous 6 mois plus tard. J'ai pas le temps de lire comme je voudrais. Quand j'ai le temps, on se tape une canicule. Alors je sais pas vous, dites-moi en commentaire, mais moi lire quand il fait 40 degrés, j'y arrive pas. La période propice à la lecture, c'est plutôt l'automne-hiver. Je sais pas vous, dites-moi. Mais moi en tout cas en été, je lis beaucoup moins. Ajoute à cela que j'ai un métier très corrélé à la période touristique. Donc l'été, je travaille beaucoup plus. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps de lire quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est parti, j'ai lu Glow, le tome 4 de la saga d'Oren de Raven Kennedy. Alerte spoiler, mais bon, on est rendu au tome 4, je peux. Midas, il est mort, donc ça c'est fait. Oren, elle est avec son gars, avec Slade, tous les deux. Ils sont partis avec toute la clique de Slade, voilà. Et c'est Oren qui a tué Midas suite à, on va dire, comme une sorte d'explosion de son pouvoir à elle. Et elle a perdu connaissance, elle est dans le coma. Ce tome-ci, je lui ai mis 4 étoiles. Ça n'a pas été un coup de cœur, contrairement à tout le reste de la saga, il me semble. Parce que le début est très lent. Oren dans son coma, là, ça dure très longtemps en fait. Ça dure trop longtemps peut-être. Et ça tournait un peu en rond. Alors après, elle se réveille, mais elle est perdue, elle a du mal à se faire à sa nouvelle condition. C'était un peu long, un peu cafouillage. Je me suis demandé où est-ce qu'on allait. Et puis finalement, allez, ça c'est le premier tiers du livre qui est comme ça. Et après, ça prend une tournure beaucoup plus agréable. On retrouve l'écriture que j'ai tant aimée, qui est, alors certes, très détaillée, mais moi je trouve très bien écrite. En tout cas, c'est vraiment ce qui me plaît. Ça se lit tout seul, c'est joli, c'est agréable. On a en plus de ça une histoire d'amour parallèle qui se met en place avec deux personnages secondaires que j'avais pas du tout vu venir et qui est ma foi pas désagréable. Et une espèce d'histoire entre deux autres personnages secondaires, plutôt de la team des méchants, qui vient se mettre en place doucement. On devine qu'il va y avoir quelque chose. Et pareil, ça je l'ai pas vu venir et ça m'a intriguée plus que l'histoire quoi. Je voulais voir ce qu'allait se passer entre ces deux-là. J'ai beaucoup aimé et la fin pour le coup, elle était ouf quoi. Cliffhanger de malade. Voilà, il se passe quelque chose. Alors, j'ai trouvé que Slade et Oren étaient limite trop ensemble. C'était trop facile. Mais j'ai regretté d'avoir pensé ça, vous allez savoir pourquoi après. Parce que à un moment donné, bon ils se sont retrouvés, ils s'aiment, ça se meute dans tous les sens, ok c'est cool, mais à un moment donné c'était presque ennuyeux. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour relancer la dynamique? Un renversement de situation qui a tout changé. 4 étoiles, c'est pas le meilleur de la saga, mais il a sa place, 4 étoiles sur 5, hein, c'est pas non plus à chier, mais c'est pas le meilleur de la saga. Bon, ils peuvent pas tous se valoir. Hein. On enchaîne sur le dernier tome sorti en VF pour l'instant. La suite sortira, il me semble, en octobre 2025. Je sais plus, je croise mes infos avec tous les autres livres. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire également. Gold, donc le tome 5. Alors là, par contre, les avis sont partagés sur les internets parce que les deux persos principaux sont séparés. Pour le coup, ça relance la lecture et j'avais peur du coup de me lancer dedans et de trouver ça pénible parce que je me suis dit, si Oren et Slade ne sont pas ensemble, ça vaut pas le coup quoi. Pour moi, c'est ça leur histoire, c'est eux deux, c'est ça qui m'intéresse dans la saga d'Oren. Et en fait, c'est là que je me dis que l'autrice, elle est très forte parce que j'ai kiffé ma lecture. On est sur un coup de cœur 5 étoiles. J'ai adoré, purée, j'ai adoré, je l'ai dévoré. Il y a une histoire qui se déroule en parallèle, donc celle des deux méchants. Voilà. Donc c'est la reine froide, la reine Malina, qui a une évolution de son personnage que j'ai adoré. J'aime beaucoup ces personnages qui sont en apparence de glace, qui n'ont pas de sentiments, qui sont froids, qui sont dénués de chaleur, auxquels on n'arriverait pas à s'attacher normalement. Moi, c'est mes préférés parce que je me retrouve beaucoup en eux. Faut pas se fier aux apparences, c'est pas parce qu'on a l'air de rien ressentir et d'être complètement antipathique qu'on n'est pas capable d'aimer. Alors peut-être qu'on n'est pas capable d'aimer tout le monde, mais je peux vous dire que quand on aime quelqu'un, un cœur comme ça qui aime quelqu'un, ça vaut 1000 fois les gens qui sont capables d'aimer tout le monde, je vous le dis. La reine Malina m'a énormément touchée. Il y avait des scènes de bataille dans celui-ci, des scènes épiques. Très Narnia, franchement j'avais la musique de la bataille de Narnia dans la tête quand je lisais, c'était incroyable. J'adore ce genre de scène épique où tout va très vite et en même temps ça dure sur plusieurs chapitres, où on lit des scènes de bataille quoi. T'es au cœur de la guerre, de ce qui se passe, quand les renforts arrivent, quand les renforts n'arrivent pas, quand quelqu'un est seul face à tout le monde et qu'il va
mettre sa propre vie en guise de bouclier pour sauver des personnes qui en plus ne les respectent pas à la base. Je trouve ça tellement valeureux, tellement chevaleresque. En fait, ce livre-là, il est chevaleresque. Et si vous aimez tous ces films, tous ces livres avec des batailles médiévales corps, ben, lisez ça, quoi. C'est avec une touche de magie faille en plus, mais c'est léger, c'est pas, on part pas dans un univers totalement parallèle. Vraiment, banger. Celui-ci, je l'ai adoré. Il m'a beaucoup fait pleurer, mais il m'a surtout transporté dans un monde que j'étais en train de lire. J'étais avec eux, et c'est ça que je recherche dans la romantaisie. Et c'est pour ça que pour moi, cette saga, n'en déplaise à certains, restera dans mon top 3, top 5, allez, avec, vous savez lesquels. En parlant du loup, j'ai enchaîné avec Akotar, le tome 4, si je dis pas de conneries. Ouais, Un palais de glace et de lumière. Donc en fait, c'est un tome bonus, il me semble qu'il a été écrit après le tome 5. Je suis pas sûre de ce que j'avance, mais c'est pas vraiment un épisode de l'histoire. C'est pas un spin-off non plus. En gros, on retrouve tous nos personnages à une période bien précise dans l'univers, mais il va pas se passer des dingueries, quoi. Il y a pas d'intrigue, il y a pas d'action outre mesure. Voilà, on va rien apprendre de plus qu'on n'aurait pas appris en lisant la suite, en fait. Donc, je l'ai lu pour ce qu'il était, un livre doudou qui se passe plus ou moins à Noël. C'est l'équivalent de Noël dans le monde de Prisciane. J'ai mis que 3 étoiles et demie. Ouais, je sais, c'est dur pour ma saga préférée parce que moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, c'est mignon, c'est doudou, c'est calme, c'est joli, tout se passe bien, ça fait du bien, mais je voulais surtout la suite. Donc je l'ai lu parce que je voulais passer au tome 5. Voilà, je l'aurais pas lu, ça aurait rien changé à ma vie. Par contre, je pense que ceux qui l'ont lu après avoir ingurgité le 1, 2, 3 et 5, on va dire ça comme ça, et qui avaient besoin de se remettre dans l'univers parce que pour l'instant la suite n'est pas sortie, bah ça fait plaisir. Tu retournes dans ton univers préféré, voilà. Mais là, j'étais pas encore assez en manque, donc il m'a plus ralenti dans ma lecture qu'autre chose, même si oui, il est super, il nous caresse dans le sens du poil, quoi. Il fait du bien, mais c'est pas une folie furieuse. En revanche... Le tome 5, alors là par contre celui-ci, donc qui est le dernier sorti de la saga Akotar, je me répète, la saga Akotar qui est ma saga préférée de tous les temps, et ça devrait être la vôtre également. Donc là par contre, coup de cœur évidemment, on va suivre dans ce tome-là l'histoire de Cassian et de Nesta. On quitte le point de vue Feyre-Rysand comme on a eu depuis le tout début, en tout cas on était dans la tête de Feyre depuis le début de la saga Akotar. Là, on entre dans un autre délire, on n'est plus sur ces deux personnages-là, on va suivre Cassian et Nesta. Vous l'aurez compris qu'ils vont avoir une histoire d'amour, les deux là. C'est pas un spoil, je veux dire, tout le monde sait ça. Mais énorme coup de cœur. Je me suis tellement soignée au travers de ce livre. C'était une thérapie. D'ailleurs, je devrais le relire. En fait, Nesta, donc, qui est un personnage, c'est une des sœurs de Feyre. C'est un des personnages les plus détestés d'Akotar parce que c'est une personne très négative, très sombre et pas connue pour sa gentillesse. Elle est même plutôt méchante, blessante. Elle fait pas du bien autour d'elle, hein, Nesta. C'est pas un personnage contre qui l'équipe doit se méfier. Elle fait partie des bons. Mais qu'est-ce qu'elle va mal. Ce personnage est très difficile à cerner, c'est pour ça qu'il n'est pas aimé, parce qu'elle n'a jamais un mot gentil pour ses sœurs, elle est même plutôt mauvaise. Et avec tout le monde, elle refuse d'être aimée, d'être approchée, c'est vraiment un chat sauvage. Et je suis désolée, mais je me vois en Nesta, je me vois dans cette dépression. Nesta, elle est pas méchante, c'est juste qu'elle est en pleine dépression, ma pauvre. Et je me retrouve tellement en elle parce que y a un passage notamment où elle va craquer. En fait, quand tu vas mal comme ça, tu peux pas être contre le monde, contre la vie, contre tout, contre tes émotions, contre toi-même tout le temps dans la colère, dans l'agressivité, tout le temps dans la contradiction avec tout le monde, avec tout ce qui t'entoure, même avec toi-même en fait. Tu peux pas, il y a un moment donné, tu dois exploser. Et ce moment arrive dans ce livre où elle va faire fondre sa carapace. Elle va lâcher prise en fait et elle va s'avouer vaincue par tout ce malheur, tout ce mal-être qu'elle a en elle. Et c'est Cassian qui est là à ce moment-là, donc Cassian qui est un des meilleurs amis de Rysand. C'est son garde rapproché, hein, si on peut dire ça comme ça, qui fait partie donc du tout groupe qu'on a appris à aimer au fil de nos lectures, qui comporte Rysand, Feyre du coup, Azriel, Morrigan, Amren, Cassian et Lucien, etc. Et en fait, Cassian, on l'aime beaucoup depuis le début. Tout le monde l'aime là-dessus, tout le monde est d'accord. Le mec est chill, gentil, drôle.
un petit peu arrogant, mais beaucoup moins crissande. Il a ce côté gros nounours, en fait. C'est voilà, c'est le gros gars musclé qui est là pour en découdre, mais qui est vraiment gentil et un bon gars sûr. Et il sera là au moment où elle va exploser, en fait. Et il a les mots, mon Dieu, mais il a les mots qu'il faut à ce moment-là, les mots que tout le monde devrait avoir besoin d'entendre. Et elle, pareil, elle va enfin lâcher, enfin. On attend ça depuis le début. Et c'était magique. J'ai pleuré, mais j'ai pleuré des larmes de soulagement. J'étais vraiment touchée en plein cœur. Ça m'a hantée pendant des jours. Et pour moi, Nesta, ça va être le personnage dans lequel je me retrouve le plus. Elle va tellement mal et en même temps, elle est tellement forte. Elle a cette force en elle. Elle est très, très digne. C'est une meuf, je vous dis, j'ai l'impression de me reconnaître en elle, de cette colère-là qui n'est pas justifiée, cette incapacité à s'ouvrir aux autres, cette incapacité à recevoir l'amour, à être mal à l'aise avec le partage. Je suis personnellement très très mal à l'aise quand on me fait des preuves quand on me témoigne de l'affection. Je ne sais pas réagir, je ne sais pas quoi faire de ce cadeau. Je sais au fond de moi que c'est un cadeau et j'en suis incapable. Je ne sais pas l'accepter et tout a l'air d'être du refus de ma part, alors que c'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je ressens. Et vraiment, elle a mis les mots là où moi, j'arrive pas à les mettre. Et celle qui aime Nesta, on se sait. Parce qu'il y en a, même après avoir lu ce livre, qui n'aiment toujours pas Nesta. Hein. Et je comprends. Mais quand on est comme elle, on se sait entre nous. On a tout compris. Et vraiment, ma vie, quoi. Ma vie, ma petite Nesta. Et je l'ai beaucoup aimée, elle m'a beaucoup touchée. Et je la porte haut et fort. C'est mon personnage féminin préféré de cette saga. Je n'en démordrai pas. On découvre aussi dans ce tome-là un couple Ferrari-Sand différemment, une Ferra que j'ai trouvée très très mature, on le savait déjà, mais oh là là, qu'est-ce qu'elle est élégante dans son rôle de petite sœur d'une personne comme ça là qui va pas bien. Elle est là pour sa sœur sans en faire trop, elle est pile poil ce qu'il faut, ses réactions sont majestueuses. Jamais, jamais elle ne perd son sang-froid alors qu'elle aurait pu bien des fois. Elle aime sa sœur de tout son cœur et je pense qu'elle l'a compris en fait. Elle sait comment elle est. C'est juste Nesta qui ne s'est pas elle-même encore compris. Mais Feyre, elle a tout compris. Elle a tout compris. C'est une duchesse, c'est une reine. Et Rhysand, alors il y en a qui ont été déçus de lui dans ce tome parce qu'on le voit autrement. Mais moi, j'ai pas trouvé qu'on le voyait autrement. J'ai trouvé qu'on le voyait plus intimement, peut-être finalement. Pourtant, on n'est pas dans sa tête. Mais oui, on voit un Rhysand qui est le roi de sa cour. Hein. Il n'est pas là pour enfiler des perles. Et c'est pas un bisounours, c'est normal, c'est Rhysand. Et j'ai aimé qu'il sache taper du poing sur la table quand il le fallait, même si c'est après la sœur de son âme sœur, par exemple. Je l'ai trouvé royal, les deux royaux, tous les deux. Point fort aussi pour Azriel qu'on voit un petit peu plus dans ce tome-là. Lui on l'aime d'amour, tout le monde l'aime. Et d'ailleurs j'en tiens à préciser que Sarah J. Maas a sorti là il y a 2-3 jours que le tome 6 d'Akota est enfin fini d'être écrit. Donc là il part en correction. Moi je pense qu'on devrait avoir la version en anglais du coup d'ici un an et demi je pense, et en France 2 ans. Mais en tout cas ça arrive, on va enfin avoir la suite, on va enfin savoir ce que pense Azriel et on va savoir avec qui il finit, parce que là quel suspense. Moi, clairement, je le ship toujours avec Hélène. Pour moi, il n'y a pas Gwaine qui compte. Je dis Gwaine, je ne sais pas comment on prononce son prénom. D'ailleurs, je les ai beaucoup aimées, ces filles-là. Sens des Valkyries à nouveau, je les ai trop aimées, mes stars. Vraiment, je me suis revue, oui, mon petit trio, quoi, avec ma sœur et Aurélia, si tu passes par là. Vraiment mes sœurs, mes stars. Et ça faisait trop du bien de les lire toutes les trois ensemble dans leur combat. Et je comprenais ce qu'elles allaient chercher là-dedans. Et j'ai pas envie de tout spoiler parce qu'il faut que vous le lisiez, vraiment, vraiment coup de cœur. Coup de cœur, mais ACOTAR, c'est coup de cœur sur coup de cœur, banger sur banger. Et ACOTAR, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je suis restée sur du Sarah J. Maas avec Keleana, le tome 1. Alors moi j'ai l'ancienne version, la version Keleana, puisque normalement ça se prononce Celeana, et du coup il y a eu tout un débat, ça devrait s'écrire avec un C, ça a été rebaptisé le Trône de Glace, alors qu'en fait c'est Throne of Glass, ce serait plutôt Trône de Verre. On sait pas, c'est le flou, ils les ont réédités, je trouve la nouvelle édition dégueulasse, donc moi j'ai fait ma têtue et j'ai acheté toute la collection en ancienne édition, donc Keleana, et en fait là il y en a 3, mais j'en ai combien? 7? Bref, ils sont toutes les couleurs, on les voit là.
Ils sont super jolis et je les ai achetés en l'ancienne version qui n'a pas été réécrite et du coup, on paye un peu les conséquences. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. C'est le premier roman, la première saga romantasy qu'a écrit Sarah J. Maas et on le sait, on le voit. Je sais pas quel âge ça va bien 15 ans. 2012 2012, ouais, donc ça a plus de 10 ans. Alors, point négatif, l'écriture. L'écriture ou c'est la traduction, je sais pas, mais il y a énormément de répétitions à tel point que moi ça m'a sauté aux yeux. L'assassineuse, déjà, bon, traduction bancale, mais on peut. L'assassineuse est répétée 6 fois dans une phrase, c'est-à-dire que l'assassineuse se déplace vers la gauche, il tend son verre à l'assassineuse et l'assassineuse le prend. L'assassineuse lui répond nanana, et du coup il répond nanana à l'assassineuse. C'est que ça, mais pour tous les personnages, hein. Le brun, le brun, le brun, le blond, le blond, le blond, machin, machin. Alors, je me suis dit passe outre là-dessus puisqu'il y a beaucoup de tomes et certainement que les derniers seront écrits différemment, je l'espère. Mais si je passe outre ça, allez, le petit manque de vocabulaire, mais bon, c'est son premier livre encore une fois, et j'ai acheté la version non remasterisée, donc je peux pas me plaindre parce que ce qui a été réécrit, justement, on a modifié ça. Moi, comme une con, j'achète l'ancienne version pour une sorte de couverture. Bref. Outre ça, on a une histoire qui ressemble beaucoup au tome 1, Powerless. Pour moi, Powerless, du coup, s'inspire vraiment de tout le monde. Hein. Mais comme j'ai lu Powerless avant, ça va. Mais l'histoire, là, l'histoire, elle ressemble énormément. Donc, on a un roi qui a un fils, enfin 2 fils, mais un qui est censé prendre la relève, bah, ça, voilà. Et qui, alors le roi a besoin d'un garde du corps, le fils décide d'aller lui chercher un champion. Pour choisir son champion, il veut organiser un tournoi de jeu. Bref, le fils va chercher une assassineuse qui était rendue au bagne parce qu'elle s'est fait choper. Et voilà, elle se retrouve dans les jeux mortels, etc. etc. Forcément, il y a des espèces de trucs qui naissent avec le fils du roi. Mais il y a un espèce de triangle amoureux qui se met en place avec ce fils du roi et son meilleur ami à lui, qui est un des gardes royaux, qui s'appelle... il a un nom chelou. Kaol. Voilà, et Dorian, le fils du roi. Il y a un espèce de triangle amoureux qui naît entre les deux, et moi, comme j'adore regarder la tronche de mes personnages, je vais voir sur Pinterest des edits faits en intelligence artificielle. Et ben souvent, je me fais spoiler, ça n'a pas manqué. Je vois bien que le gars que moi je préfère, c'est pas celui qui sera choisi, forcément. Donc moi, j'ai préféré l'un des deux. C'est pas celui avec qui elle va finir, puisque de ce que je comprends, il y aura encore d'autres love interest dans toute cette histoire, et j'ai l'impression qu'on passera d'un monde tel qu'il est là à un autre monde, puisqu'après je vois des failles, etc. Pour l'instant, je vois pas de failles, enfin... Voilà. Donc, je ne suis qu'aux prémices, c'est qu'un petit avant-goût, c'est vraiment la bouchée apéritive avant de passer au vrai repas. J'ai pas envie de mal le juger, donc je lui ai mis 3 étoiles 5 sur 5. C'est pas nul, c'est pas incroyable, c'est un premier tome, un premier jet, et là c'est ma prochaine lecture, le tome 2. Donc voilà, affaire à suivre. Je me laisse le temps de lire cette saga puisqu'elle est quand même très appréciée. Donc je lisais d'abord mes gros morceaux, vraiment mes masterclass là, avant de passer vraiment à la suite de ça, parce que c'est vrai que passer derrière ce que je viens de lire, c'est très compliqué aussi. Je veux dire, tu passes pas d'une Formule 1 à une petite Mégane RS, tu vois. C'est une Mégane RS, c'est pas non plus une Clio 2, mais c'est pas une Formule 1 Ferrari. Pas de cette année, bien évidemment. Un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs. Oh là là. Oh là 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 là. Je l'attendais, hein. Oh là là, qu'est-ce que je l'attendais. Regardez la beauté. Je l'attendais depuis... Alors, j'ai fini ça quand, moi depuis Noël. Il y en a qui attendent depuis plus longtemps, puisque ça fait combien de temps qu'on attendait cette suite? Je sais pas, 2 ans. Onyx Storm, Rebecca Yarros, Les Dragons, tout ça, Force Wing. Vous vous souvenez, les livres que j'ai payés 150 balles? Et bah celui-là, je l'ai payé au prix de 29,99, puisqu'il y en avait quand je l'ai commandé. Donc, la beauté, évidemment, je l'ai pris en relié pour l'objet livre. Par contre, extrêmement déçue, ça a fait polémique de la qualité du relié. Si j'enlève la jaquette, parce que moi je lis sans jaquette, voilà, il reste que Storm. Onyx a disparu. Les dorures s'en vont, en fait, avec la transpiration des doigts. Là, j'ai des paillettes plein les doigts. Le dessin sur la couverture ressemble à rien, alors que sur les autres, ça représentait vraiment quelque chose. Là, franchement, si vous arrivez à comprendre, pas ouf, pas ouf. Les petits dragons sur le page, c'est joli, mais quand tu compares aux anciennes éditions, pas ouf non plus, quoi. Les autres sont quand même beaucoup plus travaillés, beaucoup plus jolis. Par contre, oui, les dessins à l'intérieur sont très jolis. On en a là
Et là, on a Xaden avec Sgail. Et la double page là, de la jaquette, c'est sublime. On a Xaden et Violette. Nos bébés d'amour, hein. Alors, que dire? Waouh, je viens juste de le finir, là, il y a 1 heure. Ben, waouh. Alors, il faut le digérer. Hein. Il faut le digérer. C'est 600 pages de folie furieuse. Ça commence très fort. Il y a de l'action à chaque chapitre. Chaque putain de ligne est bourrée d'action. Il n'y a pas un moment où tu t'ennuies et c'est très fort de la part de l'autrice. Par contre, en tant que lecteur, c'est très difficile parce que tu le commences, t'es plongé dedans. Alors moi, qui ai une grosse mémoire photographique et une grosse mémoire tout court, ça va. Mais je peux comprendre que pour certains, t'arrives dedans, t'as des personnages partout, on te réexplique pas vraiment qui est qui. Les lieux, c'est pareil, il y a des lieux qu'on n'a jamais visités, on te balance des noms comme ça. Et il y a énormément de politique et de complots. Disons que tu pars sur une lecture, on n'est pas sur du young adulte dans le sens où je pense qu'il faut quand même, faut suivre. Hein. Faut suivre, faut intellectualiser ta lecture et il faut réfléchir pour comprendre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, c'est ce que j'aime dans mes lectures fantasy, c'est quand vraiment j'ai l'impression de tomber dans un autre monde et que ma lecture est riche et complexe. J'adore ça, c'est un casse-tête pour moi et c'est un challenge et j'adore. Et rajoute à ça l'histoire d'amour donc entre Xaden et Violette qu'on va retrouver beaucoup plus rapidement que dans le tome 2 Iron Flame où ils étaient séparés tout un moment. Là, on est nourris dès le début, on les retrouve tous les deux et quel bonheur. Xaden, il est l'homme qu'il est, l'homme de la situation. Franchement, j'arrive pas à savoir si je préfère Xaden ou Rysand, mais Xaden, je pense qu'on est toutes amoureuses de lui. Dites-le moi en commentaire si je raconte de la merde. Si vous n'êtes pas amoureuse de Xaden, mais ça m'étonnerait, on est toutes d'accord là-dessus. Vraiment, pas quel homme. C'est au-delà de son physique qui nous est décrit, qui est... Voilà, je vous mets encore une fois des IA. Comment ne pas l'aimer? Mais au-delà de ça, c'est un personnage qui est tellement... tellement complet dans ses failles, je sais pas comment dire. Il est fort, il est puissant, il est fragile finalement. Tu touches à sa meuf, mais t'es mort, le continent explose. Et il est là, il est toujours là quand on a besoin de lui, il arrive toujours au dernier moment. L'écriture était extrêmement rapide, il n'y a pas de temps d'ennui et en même temps extrêmement détaillé. C'est écrit tout petit, donc j'ai mis du temps à lire, surtout que, voilà, comme je vous le disais, j'ai manqué de temps. Mais j'ai dû faire des pauses parce que psychologiquement, il est lourd à lire par certains moments, il est difficile. J'ai beaucoup pleuré. Oh là là, il y a un soir, ça a été compliqué. J'ai dit, mais je le finis pas ce bouquin, c'est mort. Ça me torturait, ça me rendait malade. Parce que, sans vouloir spoiler, on a un personnage qui va quitter Violette par choix, voilà, qui décide de la laisser, de partir au pire moment en plus. Et je l'ai vécu comme un abandon, j'étais abandonnée en même temps que Violette, j'ai eu mal en même temps qu'elle, j'ai crié en même temps qu'elle, un cri du cœur, vraiment, ça m'a déchiré en 1000 morceaux. J'avais les larmes qui voulaient plus s'arrêter de pleurer, c'est vraiment une catastrophe qui est arrivée que j'ai pas vu venir et qui m'a déchiré en 1000 morceaux, ça m'a brisé le cœur. Je me suis sentie larguée, je me suis sentie abandonnée. Et vraiment, j'étais malheureuse. J'étais très malheureuse, j'étais mal en point. Hein. Je vous mens pas. Ah, ça m'a coupé les pattes. Je m'y attendais pas. Ça m'a déçue. Et en même temps, j'étais dans... C'est ça qui est fort, c'est que je comprenais pourquoi ça se passait ainsi. Je peux que comprendre. Mais ça me faisait du mal. Oh là là. Et t'enchaînes sur cette fin qui est du même niveau, c'est-à-dire que tu comprends ce qui se passe et tu ne peux que l'accepter et ça fait pourtant si mal parce que c'est destructeur et comme il le dit si bien, je me suis jamais sentie aussi fort et aussi faible à la fois et c'était exactement ça. Je peux pas tout spoil, mais Xaden, voilà, si vous avez lu le tome 2, est touché par une espèce de malédiction. On va dire que si je fais un rapprochement avec Game of Thrones, vous avez les marcheurs blancs, eh bien, il va être comme s'il était touché par les marcheurs blancs et qu'il n'a pas le choix que de les suivre. Pourtant, une partie de lui est encore avec son monde à lui et sa Violette qu'il aime plus que tout et sa Dragon's Gale avec qui il est lié. C'est-à-dire que, en fait, tout est tellement lié qu'on est sur un casse-tête qu'on n'arrive pas à résoudre tout le long du livre. C'est ça, comment on va faire, comment on peut le sauver, comment on peut sauver tout le monde parce que la guerre est imminente et
en fait, à la fin, la guerre est à nos portes, on y est. Bon, c'est même pas qu'elle est à nos portes, on y est. Et il va se passer ce qui va se passer, et la fin, elle est imprévisible. Alors pourtant, je suis la reine pour trouver les plot twists à l'avance. Je m'étais monté le cerveau, j'avais fait des théories, et en fait, j'étais à côté de la plaque. C'est imprévisible, on est laissé comme ça sur un plot twist, une fin en suspense qui nous laisse sans voix. Et voilà, et vas-y maintenant, attends, parce que rien n'est écrit pour l'instant, il n'y a pas de suite, il n'y a rien. Donc on est parti pour des années sans savoir ce qui va se passer. Waouh. Alors, il y a plein de théories, et après je vais commencer à détailler mes théories. Je vous alerterai, ceux qui ne veulent pas entendre, mais il faut qu'on en parle. Voilà, d'abord je voudrais juste revenir sur du coup l'écriture. Là du coup on découvre le second saut de plusieurs personnages, celui de Violette, d'Imogène, le premier saut de Aeric. C'est pas du tout ce que j'avais imaginé, et c'est très bien ainsi parce que je me suis fait surprendre, et c'est ce que j'aime aussi. Nos personnages secondaires sont toujours aussi attachants. Voilà, ils sont tous là, on est avec eux, on les aime tous, on veut pas en perdre un seul. Et c'est pour ça que cette lecture, elle est dure. Mais je vous dis, j'ai l'impression d'être en train d'être devant GOT aux meilleures saisons. C'est aussi bon et aussi dur avec nous, quoi. Ça nous maltraite ce genre de lecture. Mais on est maso, c'est ce qu'on aime, et vraiment... Oh là là, quel coup de cœur. C'est pas possible. Il n'y a rien qui peut être à la hauteur de ça. Trouvez-moi quelque chose d'aussi bien que ça, je sais pas. Et du coup, on va passer à mes théories après ma lecture. J'invite ceux qui l'ont lu à venir en espace commentaire pour me donner leur théorie. Par contre, s'il vous plaît, mettez un petit emoji, un petit triangle là avant, et vous marquez que vous allez spoiler, et après vous détaillez votre commentaire, parce que j'ai pas envie que des petits curieux soient allés voir les commentaires avant même d'avoir écouté ma vidéo et se fassent spoiler. Voilà, ceux qui l'ont pas lu, ceux qui sont en cours de lecture et qui ne veulent pas savoir, arrêtez-vous là. De toute façon, après avoir détaillé mes théories, je vous dirai juste au revoir. Ceux qui l'ont lu et qui veulent qu'on papote un peu plus longtemps, eh ben restez, je vais détailler du coup ce que je pense de l'avenir de la saga L'Empyrée. On est parti. Alors, pour moi, Xaden ne fera pas de mal à Violette, je reste là-dessus. Je le sais au fond de moi, aussi sûr que je sais que lui l'aime et qu'elle l'aime. C'est ancré en eux, c'est comme ça. Pour moi, c'est pas du tout ce qu'il dit, hein. Il l'aime à crever, et d'ailleurs dans son dernier élan pour sauver tout le monde, donc il va canaliser, hein. Et vous avez bien vu qu'il sauve tout le monde, et il le dit, je ne touche pas tous les gens qu'elle aime, je les protège. En fait, il fait tout ça pour elle et pour Sgaël, mais pour les sauver en fait. Et oui, il prend la puissance, mais pas pour faire du mal. Et après, il s'en va pour la protéger. Et il lui dit ne me cherche pas, mais ça veut pas dire que lui ne la trouvera pas. Je suis sûre qu'ils seront réunis. D'ailleurs, il reste 2 tomes et c'est évident. Pour moi, il lui dit ne me cherche pas, mais dans l'unique but de la protéger. Il va essayer de faire ses armes en tant que venin, et il reviendra quand il sera capable de maîtriser son art à la perfection, et il sera là pour elle. J'en suis persuadée. Seconde chose, parce qu'on apprend du coup qu'il y a un autre personnage qui a canalisé, qui est devenu venin. On le sait, Xaden parle d'un autre frère, il parle d'un homme et de quelqu'un qui serait son ami, mais il ne nous dit pas qui c'est. Alors, les théories penchent entre Body et Garrick. Moi, je pense sincèrement que c'est Body. Je trouve que dans ce tome-là, on a pas mal parlé de lui, on l'a mis un peu en avant, et en même temps, Xaden l'écartait tout le temps de Violette. Vous remarquerez, quand il partait en mission, c'est Garrick qu'il choisissait pour être avec elle, et pas son cousin Body. Parce que je pense que soit il le savait, soit il le pressentait, je sais pas. Mais pour moi, c'est Body. Ce serait trop simple que ce soit Garrick qui est absent quand Violette se réveille. Il fait partie des disparus. Et je sais pas, ce serait trop facile. Pour moi, Garrick, ça peut pas être un venin. Il n'est pas... Body, je le vois plus carrément. Ce qui expliquerait aussi pourquoi Violette se réveille avec une bague à son doigt et qu'elle est mariée à Xaden, qu'elle n'ait aucun souvenir. Ils ont fait ça parce qu'il n'y a plus d'héritier à Tyrandor. Finalement, si Body est comme Xaden un venin, il faut quelqu'un pour pouvoir régner sur Tyrandor. Et c'est pour ça qu'il aurait marié Violette, je pense. Elle n'a aucun souvenir. Imogène est passée par là et lui a effacé la mémoire. Elle lui répond « J'ai fait ce que tu m'avais demandé ». Je pense que Violette était d'accord pour tout ce qui s'est passé, mais que pour le bien de tout le monde, il fallait qu'elle oublie tout ça, qu'elle n'ait aucune trace de ce qui s'est passé, et qu'elle a demandé à Imogène de lui effacer la mémoire. Imogène qui se retrouve du coup gardienne de la vérité, Imogène qui est en train de se rapprocher de Garrick également. Alors mes copines, elles m'ont dit « Mais n'importe quoi, Imogène elle est avec Queen ». Alors déjà...
bon, je vais pas spoil ce point-là, mais Queen, c'est sa meilleure amie, hein, c'est pas sa meuf. Et Imogen, elle est hétérosexuelle. Vous vous souvenez pas qu'au tout début, elle était attirée par Xaden? Et moi, j'ai carrément vu des petits points entre les deux là dans cette lecture. On nous parle quand même pas mal de Imogen et de Garrick. Donc pour moi, il va y avoir un petit truc entre ces deux-là. Et c'est cool, tant mieux. Le premier saut de Aeric. De toute façon, Aeric, je l'aime énormément. Je trouve qu'il est d'une utilité publique dans ce bouquin. Et heureusement qu'il est là, petit chat. Et je l'aime beaucoup. Voilà, j'attends de voir la suite. Andarna, les Irides. Parce qu'on est d'accord qu'Andarna est revenue au dernier moment. Pareil, ça s'est creusé, du coup elle est partie, elle est revenue. Au final, j'ai l'impression que le lien s'est rétabli puisqu'elle arrive à parler avec Violette. Donc voilà, je veux savoir où se positionnent les Irides. Est-ce qu'Andarna fait bande à part? Est-ce qu'elle est avec eux? Où est-ce qu'on va? Où en est rendue la guerre? Parce qu'ok, la Théophanie, elle est morte. Est-ce que tout le monde est mort? Est-ce que... Voilà, il y a trop de questions. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la suite de tout ça. Mais c'est pas tout de suite, mon Dieu. Et je me dis, mais... Il y a une partie de moi qui est en deuil parce que qu'est-ce qu'on va lire pour se retrouver dans cet état-là maintenant? Qu'est-ce qu'on peut lire pour retrouver ça? Bon, si Sarah Jimas nous sort le tome 6 à Cotard, mais ça devrait tomber à peu près en même temps que la suite de Nick Storm dans 2 ans, quoi. En attendant, qu'est-ce qu'on lit? Qu'est-ce qu'on fait? Où je suis? Où je vais? C'est la grande question. Heureusement, il y a le tome 2 de Powerless qui sort cet hiver, je crois, ou à l'automne. Ça me donnera un petit peu de trucs à grignoter. Et puis la suite de la saga d'Oren. Mais ouais, là, je me sens un peu abandonnée par toutes mes lectures, tout ce qui me fait du bien. Là, elles me font du mal quand c'est fini comme ça, que j'ai pas la suite. C'est compliqué. Et en même temps, c'est tellement un bonheur de pouvoir lire une saga quand elle sort avec la hype qu'il y a autour de tous ceux qui le lisent, parce qu'on est tous dans le même état. Et sur le BookTok, on est tous excités là, parce qu'on a lu. J'ai hâte d'ailleurs, après cette vidéo, d'aller voir les avis de tout le monde et les théories, tout ce que j'avais mis en favori, mais que je voulais pas lire tant que je n'avais pas terminé la lecture. Là, c'est bon, je peux le faire. J'ai hâte. Et ouais, cet état de communion autour d'une saga, d'une lecture commune, que tout le monde aime, en tout cas qui a fait beaucoup de bruit. Je me répète, c'est le cas pour cette saga, donc la saga de l'Empiré et la saga à Cotard. Et ça fait du bien d'être dans le train, je vous le dis. Alors, mis à part les polémiques dont j'ai pas envie de parler, ça m'intéresse pas. Ça fait du bien d'être dans le train avec tout le monde et ça fait du bien d'aimer la même chose, je vous le dis. J'ai l'impression d'être autour d'un match de sport d'une équipe que je soutiens. On est toutes ensemble, je dis toutes parce qu'il y a quand même beaucoup plus de filles. Et on vit notre lecture tous ensemble et ça, c'est dingue. C'est dingue de vivre ça et je suis trop contente d'être montée dans ce train grâce à ces autrices de talent. Voilà. En attendant, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez, vous, en ce moment. Comment se passent vos lectures. Si vous arrivez à lire l'été. Qu'est-ce que vous lisez l'été? Est-ce que vous préférez lire des trucs un peu plus légers? Je sais que personnellement, là, j'ai qu'une envie, c'est d'aller m'acheter une petite romance spicy à la Penelope Douglas. Voilà, pour sortir de tout ça. Je vais quand même continuer Kéléana. On se tient au courant et d'ici là, portez-vous bien, passez un bon été. Je suis pas sûre de revenir avant septembre. L'avenir nous le dira. Je vous fais des gros bisous. Lisez beaucoup, buvez beaucoup et à bientôt.